Bonjour, Mélissa Saint-Louis. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour mon coffre à outils RH pour mieux connecter. C'est un honneur pour moi. Ça me fait vraiment plaisir, ouais, vraiment plaisir. Puis, je vais expliquer mon concept de coffre à outils RH. Puis après ça, ben, je veux expliquer comment je t'ai découverte. Puis comment je t'inclus dans mon coffre à outils. Donc, je vais prendre un petit moment pour ça, si tu me permets, là. Ben oui, ben oui. Donc, mon coffre à outils RH pour mieux connecter. Les ressources humaines pour moi, ben, si je m'interroge à savoir comment je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, pour mon conjoint, collègue de travail, et cetera. Et comment je peux prendre la connexion, je la définis comme prendre sa place et semer de l'espoir. Donc, comment je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place et semer de l'espoir. Et je cherche des entrevues, des gens qui m'inspirent, que je vois prendre leur place pour semer de l'espoir. Puis, comment je t'inclus dans ce coffre à outils-là? Hem, Premièrement, dire que tu es conseillère en ressources humaines, conseillère en ressources humaines agréée. Mmh. Donc tu fais partie de l'ordre professionnel des conseillers en ressources humaines. Puis, tu viens de partir ta compagnie. Oui. Puis, j'ai vu que dans ton offre de service, il y a de l'inclusion pour les gens qui se sentent différents. Mmh. Puis moi, c'est surtout ce volet-là qui m'a parlé parce que pour moi, je me suis définie d'un paquet de fa il y a beaucoup de fois dans ma vie, je me suis sentie, que je me permettais pas, de l'espace de moi à moi, pour être qui je suis, donc j'avais pas d'espoir. Puis il y a plusieurs situations dans la vie où je me sentais différente, puis que je me donnais peut-être pas le droit, je vais dire ça comme ça aujourd'hui, que je me Mmh. donnais pas le droit, d'être moi-même parce que je me sentais différente. Donc quand je vois quelqu'un, qui inclut, qui parle d'inclusion dans son offre de service, je suis curieuse, je veux en savoir plus. Puis, en même temps, les gens que je veux joindre, c'est des gens, leur dire que c'est beau la vie, qu'il y a du bon monde, puis que c'est peut-être que pas tout le monde est beau, c'est pas un monde de licorne, mais en même temps, c'est pas un monde effrayant, c'est un juste équilibre. Puis, quand je vois quelqu'un, une conseillère en ressources humaines qui parle d'inclusion, pour moi, ça vient chercher mes 2 parties, qui est de démocratiser la santé mentale, donc tu parles d'inclusion et de démocratiser les ressources humaines. Donc, je pense dans ton offre de service que tu inclus la santé mentale. Pour moi, c'est mes 2 passions dans une, donc j'ai vraiment hâte, au moment qu'on va passer ensemble. Mmh. Mais moi aussi, puis tu sais, ton projet, puis ton coffre à outils, puis toutes les personnes à qui tu parles, tu sais, je trouve que ça donne, une belle visibilité aux gens qui voient les choses, tu sais, différemment de ce qu'on peut croire du corporate HR. Puis, moi, je suis all in pour ça, là. Puis, en fait, là, je suis vraiment en train de me re-questionner sur le moule de la société parce que souvent, j'entendais, ben, au travail, tu sais, il faut laisser qui on est. Quand on arrive au travail, on laisse nos problèmes à la maison. Sauf que quand quelqu'un, un collègue de travail, a un problème, ne se sent pas bien, je le sens aussi. Donc, si mon collègue de travail prend 30 secondes pour me dire qu'il y a des situations X à la maison, puis que, tu sais, qu'il veut, tu sais, qui en que si, il paraît pas aussi de bonne humeur que d'habitude, ben, juste de pas le prendre personnel parce que c'est pas en lien avec moi. Donc quand je pense que des fois, d'expliquer une situation, des fois, ça peut tellement enlever de tension au travail parce que Mmh. qui on est, je crois qu'on traîne partout. Puis il y a tellement de messages qu'on transmet de génération en génération sans se questionner, parce que c'est le moule de la société, c'est comme ça. Moi, j'ai le goût de prendre ce moule-là, de le décortiquer puis de dire: «Qu'est-ce qu'il y a dans ce moule-là? C'est qu'est-ce qu'on veut Mmh. faire comme société?» Donc j'ai le goût, hem ce que je te propose comme menu, c'est qu'on parle de ta vision des ressources humaines, de ton parcours de ressources humaines, s sans rentrer dans les détails pour respecter l'anonymat des entreprises dans lesquelles tu vas travailler, respecter les gens que tu vas rencontrer, les personnes que tu vas aider, mais juste en général, qu'est-ce que tu vois? Puis hem, en quoi ton offre de service peut, compléter
que tu vois déjà qui se fait ou pallier peut-être à un manque, là. Mhm. Donc c'est un peu puis si jamais puis je veux te dire aussi que je prévois déjà te réinviter parce que là, tu es au début de ton entreprise. Oui. Donc dans 6 mois, 1 an, ben j'aimerais si si c'est le bon moment pour nous 2, j'aimerais te réinviter pour avoir un regard derrière, voir tout ce que tu as fait, puis c'était quoi Ouais. tes objectifs, puis où tu es rendu, puis c'est quoi tes accomplissements. Donc en tout cas, je souhaite te réinviter, donc je veux dire tout de suite ça au départ. Puis les gens de mon coffre à outils RH, souvent, c'est des gens généreux, donc c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup à parler, des gens qui ont à valeur la contribution, des gens passionnés. Donc, ça fait que c'est des gens qui ont un grand vécu, un regard sur la vie, qui ont beaucoup à partager. Donc, pour moi, je sais déjà d'emblée qu'il va y avoir matière à se reparler Mhm. éventuellement. Ne serait-ce que faire un flashback puis me revoir comme bébépreneur aujourd'hui en 2021. Là. J'aime ça, ça serait un bon terme dans les réseaux sociaux de parler d'un bébépreneur. Oui. Je pense que c'est à garder. Donc, Hem, au départ, c'est pour toi, heu, comment tu vois les ressources humaines? Oui, c'est tellement une grande question parce que les ressources humaines passent à travers un très gros changement de paradigme. Euh, Puis je me souviens, je me remets quand j'ai fait mes études, on disait il va falloir que vous battiez pour votre position dans l'entreprise. Les RH, c'est souvent ceux-là, ceux qui vont finir à être coupés en premier ou qui sont plus un centre de coût. Puis il faut toujours garantir ses résultats, etc. Parce qu'en priorité, on va prioriser peut-être le marketing, les finances, etc. en termes de département. T'sais. Mélissa, Oui, quand tu étais aux études, on oui, parle de combien de temps là? il y a 10 ans. OK. Oui. Donc, il y a 10 ans. Puis, tu vois, c'est ça, en 10 ans de métier, j'ai vu le changement que ça a apporté de par justement cette pénurie de main-d'œuvre. Certains vont dire que c'est pas une pénurie, mais ne serait-ce que il y a différents facteurs qui viennent influencer les milieux de travail de par la façon qu'on va vers l'économie du savoir, le changement des organisations versus aussi le rythme auquel les, euh, les universités puis le domaine de l'éducation fait suite à ces évolutions-là. Ça fait qu'au niveau, en tout cas, des compétences, il commence à avoir un gap. Donc, les personnes qu'on recherche sont plus difficiles à trouver pour avoir un fit presque parfait dans l'entreprise. Fait qu'il y ait rareté ou pas, bref, j'entrerai pas dans ce débat-là parce qu'il y en a un, mais on recherche des profils encore plus particuliers aujourd'hui. Puis tout ça, ça a fait qu'on a passé à travers un changement dans la vision des ressources humaines où on devient vraiment un allié de l'entreprise pour trouver les bonnes personnes, pour les garder aussi, alors qu'avant, on prenait peut-être un peu plus pour acquis que le rapport de force était du côté de l'employeur. Fait que, le rapport de force, puis là, je te parle de 10 ans, là, Ouais. en 10 ans, on a vu un gros changement, puis c'est ça qui est le fun de le voir en si peu de temps pour moi. Je trouve ça le fun, je trouve ça vivifiant pour la profession de dire, bon, on passe d'un rapport de force de l'employeur qui toutes les CV, puis que lui peut choisir la personne qu'il veut parce qu'il y a peut-être 30 candidats, à aujourd'hui, l'employeur qui doit se démarquer, doit lui paraître comme le meilleur employeur pour attirer les meilleurs candidats vers lui, puis de s'assurer jusqu'à la fin du processus de recrutement que le candidat, c'est encore lui qui veut. Mmh. Fait que là, c'est le candidat qui a le rapport de force. Puis ça, je trouve que ça l'amène justement un vent de fraîcheur au niveau des ressources humaines, de dire, tu sais, là, il faut attirer l'humain, il faut être humain pour l'attirer l'humain. Mmh. Fait que, par rapport à ce changement-là, c'est ce que j'ai le plus observé là, dans les dernières années. Surtout parce que ça fait 10 ans aussi que je fais, entre autres, du recrutement dans mes activités. Là. Puis parfois, il peut y avoir aussi un fossé entre la recherche de candidat idéal, Mm-hmm. puis de dire: «Nous, on veut voici nos visions, notre valeur, puis nous, Heu, quand on veut attirer l'employé idéal, à ce moment-là, on parle de marque employeur. Oui. Puis quand on parle de marque employeur, ben, des fois, ça on veut mousser cette marque-là, puis des fois, l'employé va arriver, puis il va avoir des promesses qui vont s'être fait dire, mais finalement, il va arriver sur le terrain, puis il y aura pas de mise en pratique.
Non. Il va se rendre compte que les valeurs, mettons, de l'entreprise, la mission, si on y parle comme qu'on y vend une entreprise authentique, puis qu'il arrive sur place, puis quand il arrive pour dire de quoi, qu'il se fait couper tout de suite la parole, Mhm. mais probablement que cet employé-là ne voudra pas rester. Donc, je vois vraiment des fois un fossé entre ce qu'on promet puis ce qui est vécu par la personne, là. Oui. Phénomène que j'appelle affectueusement le culture washing, un peu comme la mode du greenwashing, parce que les entreprises se disent très écologiques, puis finalement, c'est pas si écologique que ça. Fait que les gens achètent en pensant qu'ils font un choix écologique. Même chose pour les entreprises. Si j'applique sur un emploi puis que j'ai une perception de l'entreprise, ben, en bout de ligne, tu as bien beau mettre de l'avant tes barres à jus puis ton barista. Si la culture est toxique en arrière, tu n'es pas plus avancé. La lune de miel va être très courte, là, rendue en emploi. Puis de se dire que, bon, ben, les entreprises sont composées d'humains, puis les humains, ça a des forces, puis ça a des points à développer aussi, puis de se dire, bon, ben, on veut se rendre en quelque part, donc je suis authentique dans ce que je te présente, puis il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de décor. Bon, ben, à ce Mmh. moment-là, ma marque employeur, elle est fidèle à ce que je suis, mais les gens, de plus en plus, sont sensibles à ça, de se dire, bon, ben, je vais relater un fait que j'ai vécu ça doit faire quoi, 3 ans à peu près. J'avais passé quelqu'un en entrevue, puis moi, ça fait des années que les entrevues, quand je les fais, là, je vais vraiment prendre le temps de comprendre la personne, de lui expliquer tous les bons aspects qu'il y a dans l'entreprise où je suis. Puis peut-être si les aspects qui pourraient moins l'intéresser, pas que c'est des mauvais aspects nécessairement, mais des fois, je sais qu'il peut y avoir certaines sensibilités sur, je sais pas, moi, le rayon de déplacement ou le fait peut-être de travailler plus à distance avant que tout le monde travaille à distance avec la COVID. Mais je parlais avec cette personne-là, puis la personne, elle m'écoutait, mais je la sentais pas 100% là. Dans le sens que, elle m'écoutait, mais avec un œil un peu critique. Puis finalement, j'ai embauché la personne. Puis ce qu'elle me dit, quand après comme quelques semaines avec l'entreprise, elle dit, je suis surprise que c'est vrai ce que tu me dis. Elle dit, je te croyais pas quand tu me disais, parce qu'elle dit, tout le monde, ils vendent des belles paroles d'entreprise, mais quand tu arrives, c'est pas vraiment ça. Mais ça fait que les gens, ils ont moins confiance. Fait que quand tu arrives et tu mets de l'avant une belle marque employeur, puis que tu mets l'effort de t'assurer que tu as des processus d'amélioration continue en ressources humaines pour backer tout ça, ben que le fait que peut-être ailleurs, il y a du marketing RH qui fait juste mousser du visuel, mais c'est au détriment des personnes qui font vraiment un effort. Là, mais je pense que ça se rééquilibre beaucoup. Là, les gens comprennent que là, je te parle quand même de là, 3 ans. Là, fait que, je pense qu'en 3 ans, on en voit de moins en moins. Ça, il y a eu beaucoup de discours sur les bars à jus. Là, Parce qu'on parle de discours authentique, mais le discours authentique, ça inclut aussi de parler, de ce qui est moins intéressant, de ce oui, qui peut être moins attirant, de peut-être de points améliorés de l'entreprise. Donc ça, c'est je pense que quand on parle d'inclusion, quand on parle d'authenticité, je pense que chaque personne va se définir authentique, va se définir de dire: «Oui, je suis empathique, oui, je suis ci, oui, je suis ça», mhm, parfait, on embarque dans le discours. Mais quand il s'agit de le mettre au quotidien, quand il s'agit de le vivre soi-même comme personne ou en entreprise, c'est une autre histoire. oui. Puis, des fois, c'est juste de comprendre c'est quoi les différents éléments qui peuvent être irritants pour une raison ou une autre. Des fois, c'est pas nécessairement des irritants de par le fait qu'il y a quelque chose de négatif qui se passe, mais ça peut être juste du fait que, il y a certaines conditions d'emploi qui conviennent très bien à une personne Y, mais qui conviennent moins à une personne X à cause de sa situation familiale, à cause de paquet de raisons, tu sais. Fait que d'au moins les exposer en sachant, ben, pour tel type de personne, des fois, ça crée un irritant. Puis pour tel type de personne, ben, il aime ça. Toi, tu joues là-dedans, tu sais, qu'est-ce qui te fait Mmh. vibrer? Puis d'apprendre à connaître la personne comme ça, puis de discuter. Puis après ça, ben, tu sais, s'il y a des points plus négatifs, c'est quand même la responsabilité de l'entreprise de les prendre au vol quand ça arrive, d'avoir la discussion avec ses employés, puis de corriger ça au fur et à mesure pour pas avoir en entrevue à dire, ben chez nous, ça, c'est un peu poche, tu sais, parce que, non, tu sais, le but, c'est de ne pas avoir de choses poches, mais d'être conscient que des fois, il y a des choses qui vont convenir à d'autres, puis qui ne conviendront pas à d'autres, puis de les nommer. Puis de dire si jamais, il y a un point d'amélioration qui est en processus en ce moment, ben, de dire: «On Oui, est en train de travailler, voici». C'est, ce voici que ce qu'on j'ai veut aller, veux-tu nous ouais. aider à y aller, tu sais? Ouais, quand, au
ce que j'aimais quand j'ai été commis comptable, c'est avec les chiffres, c'est que je trouvais tellement c'était concret, puis finalement ça s'applique Mhm. dans la vie. Voici mon erreur. Qu'est-ce que je peux faire pour la corriger? Parfait, je vais la corriger. Donc, à un Mhm. moment donné, je pense que j'avais payé un compte avec, quand j'ai commencé, mon métier, j'avais pris des fonds, canadiens pour payer, du US. OK. Ben, à ce moment-là, c'est comme: «Ah, qu'est-ce que je fais? Je m'en étais pas rendu compte», puis là, c'est juste de dire: «Ben, voici la situation, comment je fais pour corriger? Parfait, j'y vais». Donc le côté proactif en entreprise au niveau des ressources humaines, je pense que ça s'applique aussi, là. Oui, c'est ça, le côté proactif, puis le côté, tu sais, de demander ce feedback-là aux personnes, tu sais, c'est là que tu vas aller chercher ton information. Puis c'est la même chose quand tu parles de leadership, puis que tu parles de, tu sais, de briser les silos entre les départements, c'est d'avoir des processus de feedback un peu partout là, dans l'organisation pour chercher les vraies réponses, trouver les vrais correctifs, au moins en être conscient, ne serait-ce qu'en être conscient, là, tu sais. Mmh. C'est je pense qu'on est tous d'accord pour parler d'authenticité, mais le vivre au quotidien, ça demande d'abord, avant d'avoir un travail organisationnel, ben, maintenant, ce que je trouve le fun avec où je vois les RH que ça s'en va, Mhm. je trouve que ça demande un travail intérieur. Si je Sur veux l'ego. travailler pardon? Sur l'ego. Absolument, Travailler ses égos, les faire faire une petite sieste pendant longtemps. ouais. Ben, de juste c'est pas, c'est pas nécessairement évident non plus parce que, Non. tu sais, quand j'arrive en entrevue, moi, je me demande tout le temps: «OK, c'est quoi que le poste a besoin? Où je suis?» Des fois, il peut y avoir un décalage, mais en même temps, si je veux vraiment l'emploi, ben, des fois, je peux avoir le goût de dire: «Oui, oui, je suis comme ça». Oui. Heu, donc c'est pas évident parce qu'il y a comme des enjeux financiers aussi. C'est pas juste une passion, c'est pas juste du bénévolat, c'est vraiment, Mhm. quand souvent les gens, on se définit par notre emploi. Quand on n'a pas d'emploi, ben, on peut se sentir, vide, on peut se sentir qu'on n'est pas personne. Oui. Donc c'est vraiment des enjeux importants. Puis oui, il y a de plus en plus d'entreprises humaines. Comme à l'école, j'avais vu des vidéos, dans mon cours de rémunération et avantages sociaux qui parlaient qu'il y a 40 ans, c'était plus des entreprises une culture de confrontation. Mhm. Puis maintenant, on y va plus dans la collaboration. Oui. Puis pour la collaboration, ben, ça va avec un discours authentique, ça va avec un discours humain, Mhm. mais ça demande chaque personne de se positionner puis de recevoir la critique constructive, de savoir qui on est. Oui. Puis tu sais, tout ça, ça va avec justement l'évolution de l'humain, l'évolution de l'évolution de la conscience collective. Mais il y a plusieurs années, j'avais commencé à m'intéresser beaucoup au mouvement agile. Puis j'avais été dans des rencontres, puis on m'avait parlé d'un livre qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Puis ce livre-là a beaucoup changé ma façon de voir les organisations parce que lui, il apporte vraiment un nouveau paradigme aux façons dont les organisations sont gérées, puis il apporte un historique de bon, ben, comment c'était géré comme du temps des Cro-Magnons, parce que c'était des organisations, hein, ces tribus-là, veux pas, jusqu'à aujourd'hui. Puis, tu sais, là, en ce moment, on est comme dans un mélange un peu entre la méritocratie, le modèle un peu plus familial, pas nécessairement familial dans le sens de lien de famille, mais dans le sens de l'esprit familial, je dirais, un peu Ouais, plus paternaliste. Euh, Vers un modèle qui s'en va beaucoup plus vers la conscience de chacun à l'intérieur d'un écosystème, tu sais. Puis il y a cette métaphore-là dans le livre que j'ai trouvé tellement formidable de la nuée d'oiseaux, puis de dire, tu sais, tous ces oiseaux-là, ils vont tous ensemble en quelque part, là, ils sont des centaines, mais ils ne s'entrechoquent pas ni un ni l'autre, c'est juste qu'ils sont conscients de chacun, puis ils s'en vont tous ensemble. Bien, les organisations devraient, ou plusieurs organisations vont pouvoir tendre vers ça, puisqu'on ouvre notre conscience en nous. Mais pour ouvrir notre conscience en nous, ça prend le feedback, mmh, puis ça prend la capacité de pouvoir partager avec quelqu'un d'autre le feedback qu'on voit aussi, puis de dire, ben, en toute bienveillance, on peut communiquer, puis on peut voir comment on peut s'améliorer, puis être beaucoup plus organique comme ça ensemble, tu sais. Mais ça demande de mettre de côté l'ego, justement, tu sais. Puis c'est le bout qui est difficile parce que c'est un petit peu. On se rend vulnérable pendant ce temps-là. On se donne le droit d'être vulnérable quand on met l'ego de côté. Puis c'est la même chose en recrutement, tu sais, tu me dis, tu sais, des personnes tu as l'impression que tu dois te vendre, puis tu sais, j'en ai.
quand je faisais des entrevues il y a 10 ans, j'avais dans mes entrevues des questions pièges, un peu pas poche, là, mais j'avais ma séquence de questions, puis je savais que si je posais telle question, je savais qu'il y a des personnes qui me répondaient quelque chose, c'était pas la bonne réponse, ben je savais que il me mentait en quelque part. C'est des questions très techniques, mais à ce moment-là, j'étais vraiment plus en informatique, là. As-tu un exemple comme de question piège ou Ben, mettons, de demander des fonctionnalités à l'intérieur de certaines tâches informatiques, pour voir si la personne l'avait vraiment fait. Fait que moi, j'avais été voir comment on le faisait, puis je voyais comme de la façon qu'elle me répondait, ça me disait oui, je l'ai fait, puis que 3-4 questions plus loin, je lui demandais comment ça se faisait. Ben là, j'allais voir, OK, y a-tu un gap? OK, la personne est-tu stressée? Ça fait-tu longtemps qu'elle l'a fait? Ou est-ce que j'ai vraiment l'impression qu'elle me ment? Puis aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai plus besoin de faire ça parce que les personnes n'ont pas besoin à ce point. Ben, puis là, je généralise pas. Il ne faut jamais généraliser. Tout n'est pas dichotomique là, dans la vie. Mais il y a une beaucoup plus grande partie de la population qui n'a pas besoin de ça pour trouver un emploi parce que tout le monde cherche du monde. Fait que le monde peut être authentique, peut dire, ben, regarde, moi, voici ce que je peux apporter à ton organisation. Qu'est-ce que toi, tu cherches? Et où notre fit là-dedans? Moi, j'ai envie de grandir. Qu'est-ce que tu peux m'apporter pour que je grandisse au lieu de voir ça comme une lagune de mais j'ai pas encore appris ça, puis il demande ça sur le poste, fait que OK, je vais faire comme si je le savais, tu sais, ou je vais aller voir une vidéo de YouTube de 5 minutes, puis je vais pouvoir inventer que je le sais, tu sais. Alors que là, on peut se permettre de dire, tu sais, j'aimerais ça développer ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que ce dialogue-là permet, tu sais, de part et d'autre, d'avoir cette vulnérabilité-là, tant du côté de l'employeur que de l'employé, dans cette relation plus authentique, là. Puis je pense aussi que quand on est authentique, l'employeur le ressent. Oui. J'ai une collègue de classe, elle, c'est vraiment un bel exemple pour moi. Elle parle pas du tout anglais, puis elle a appliqué sur un poste qui demandait de l'anglais. Puis on lui a demandé la question on a scale of 1 to 10, how do you evaluate yourself in English? Donc sur une échelle de 1 à 10, comment t'évalues-tu en anglais? Puis elle m'a raconté qu'elle a dit 1,5 sur 10. Donc c'est très, très anglais de base. Et elle a dit je suis intéressée à apprendre l'anglais et à évoluer avec vous autres. Puis finalement, à ce moment-là, on lui avait offert deux offres, 2 contrats de travail, puis elle a eu le choix, mais on lui a offert l'emploi, même si c'était un poste qui exigeait de l'anglais, puis elle a osé être vraie puis être honnête, puis Oui. le dire. Moi, moi, c'est vraiment cette personne-là, c'est une inspiration, là, puis c'est elle qui me dit: «Lynn, applique sur des postes même si tout est pas parfait, ose, dis-le, puis vas-y», puis c'est ouais. Oui, mais puis c'est vrai. Puis, tu sais, moi, c'était la même chose quand je recevais des CV puis je faisais des affichages de postes. Puis des fois, il y a du monde qui appliquait et disait, tu sais, j'ai pas vraiment les compétences, mais j'aime vraiment ce que vous dégagez comme entreprise. Puis, tu sais, je me dis peut-être que je vais, parfait, on va se parler, on va regarder, bon, mais toi, t'es où? Où c'est que tu veux aller? Est-ce que tu t'en vas? Où est-ce que moi, je peux t'amener? Est-ce que j'ai la capacité de t'amener là? T'as-tu le potentiel pour te rendre là? Ou est-ce que tu penses que, tu n'as pas cette expérience-là, ça correspond à l'image que tu te fais? D'avoir cette discussion-là parce que, comme qu'on parlait au début, là, les postes sont de plus en plus variés, puis c'est difficile de trouver, dans plusieurs cas, le profil parfait parce qu'on en demande tellement. Fait que, ton amie qu'elle n'a pas nécessairement son anglais, mais peut-être qu'elle a toutes les autres affaires, puis que dans la balance, mais c'est plus avantageux pour l'organisation d'évaluer les. C'est pas une évaluation des pour ou des contre, mais d'évaluer le risque en emploi de dire, bon, ben, elle n'a pas l'anglais. OK, c'est quoi le risque vraiment? Ben, j'en ai pas parce que j'ai quelqu'un d'autre peut-être qui pourrait traduire, puis en bout de ligne, je pourrais peut-être juste répartir les tâches. Correct. Puis en même temps, elle était prête à apprendre l'anglais, puis de suivre des Ben, c'est cours, puis ça. d'avancer. Donc Exactement. sauf que j'ai rarement vu quelqu'un je riais quand elle m'a dit ça, là, ça c'est vraiment de l'authenticité quand tu t'évalues à 1,5 sur 10 comme quelqu'un qui parle anglais. Si elle a gonflé le chiffre, si elle a gonflé le chiffre et était à 0 à 1,5, elle n'a pas gonflé beaucoup, là. Non, c'est ça. Puis encore là, je connais pas son contexte, mais c'est pas impossible non plus que, il demandait de l'anglais parce que des fois, ça arrive que, versus, la moitié de tes clients sont aux États-Unis.
peut-être que le 1,5, il n'aurait pas nécessairement passé, mais en étant honnête, elle ne se serait pas mise dans une situation où elle aurait eu trop de pression à traiter avec la moitié de ses clients aux États-Unis. Là, fait que, fait que en étant authentique, elle aussi, elle sauve des mots de tête là, dans the line. Là. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours en entreprise? Là, tu nous as parlé un petit peu en général de qu'est-ce que tu as vu, la Oui. dotation, mais est-ce que tu veux nous parler de ton parcours depuis que tu es sorti de l'école, de qu'est-ce que tu as vécu en ressources humaines? Oui, ben écoute, j'ai fait un beau petit tour de jardin, dans le fond. J'ai commencé vraiment en recrutement pur et dur en TI pendant 2 années. Puis après ça, j'ai travaillé pour une autre entreprise. Là, Excuse-moi, Mélissa, oui, quand on parle de TI, je vais juste mentionner que les TI, c'est technologie de l'information. oui, Je veux juste oui, préciser. excuse-moi. Moi, je parle dans mon jargon, là, puis des fois, je prends des choses pour acquis, mais oui, c'est ça en informatique. Puis c'était une agence de placement, là, fait que c'était du recrutement en très grand volume, dans le sens qu'on recevait un très grand volume aussi. Puis après ça, je me suis dirigée plus en formation, comme consultante en formation, en conception pédagogique. Fait que, assez rapidement, j'ai fait le tour du jardin là, de conception, e-learning, faire des analyses aussi, des analyses pour des grandes implantations de TI, identifier vraiment tous les besoins de formation puis de soutien à la performance là, qui étaient nécessaires dans ces cas-là. En parallèle, dans cette firme-là, je m'occupais des ressources humaines. Fait que mettre en place toutes les pratiques de ressources humaines, par le recrutement, etc. Puis là, ben, au fil du temps, là, plus que l'entreprise grossissait, mais plus que là, je m'occupais aussi à l'interne, beaucoup plus au niveau là, du développement organisationnel, au niveau de aussi, je faisais des opérations avec les clients, etc. Puis d'avoir cette vision-là, c'est vraiment 360, d'avoir vécu le rôle, en tant que consultante, qui était le rôle de l'ensemble de l'équipe, d'avoir traité avec les clients, puis d'avoir ce bagage-là RH, ça me donnait vraiment une vision à vol d'oiseau de tout. Fait que c'était intéressant et facile parce que j'avais pas d'angle mort. Fait que, quand je montais la marque employeur, Ouais. je savais qu'elle était vraie. Je savais que j'avais pas quelqu'un qui me cachait quelque chose. On était tellement en proximité que j'étais 100% en confiance avec ma marque employeur. Quand je faisais mes entrevues, j'étais 100% en confiance que ce que je disais était vrai parce que je le côtoyais, parce que je l'avais vécu, puis parce que je le gérais aussi. Fait que ça, c'était vraiment une chance inouïe, je pense, d'évoluer dans une très petite organisation, mais en parallèle de desservir des clients dans des très grandes organisations. Fait que toutes les très grandes organisations de Montréal, ben je les ai vues aussi de l'intérieur, tu sais. Fait que de par mon rôle de consultante ou de par mon rôle de responsable de compte. Fait que ça m'a amené à voir tout ça, puis de développer, c'est ça, des expertises là-dedans, mais j'adorais vraiment tout l'aspect RH interne, marque employeur, le recrutement, faire des entrevues téléphoniques avec les gens, c'était toujours pour moi une source d'énergie. Pourquoi? Parce que j'aimais ça échanger avec les gens, puis j'aimais ça aussi, on me disait beaucoup que mes entrevues étaient très différentes des autres. Peut-être moins aujourd'hui, heureusement, parce que de plus en plus de personnes commencent un peu plus leurs entrevues en disant c'est quoi que tu veux, toi? Au lieu de dire c'est bon, ben, de partir avec qu'est-ce que tu peux m'apporter, mais c'est quoi que tu veux, toi? C'est où que tu veux aller? Puis dans ce que tu veux aller, est-ce que moi je suis capable d'aller là avec toi? Est-ce que tu fites dans ce qu'on veut faire ou est-ce que tu fites dans ce qu'on pourrait vouloir faire aussi? Puis de regarder les possibilités puis d'avoir cette discussion-là avec les personnes sans avoir de questions pièges, sans avoir à ce que la personne se sente stressée. C'était toujours des super belles conversations. Puis des fois, OK, on pensait peut-être pas toutes les questions d'entrevue une par une, mais en même temps, j'apprenais vraiment à connaître la personne pour qui elle était, puis de développer ce lien-là. Puis avec le temps, j'ai appelé ça du recrutement durable parce que j'étais dans une situation où, quand on parle de rareté de main-d'œuvre puis de comment le système de l'éducation ne suit pas nécessairement les métiers, ben, quand tu parles d'un métier de concepteur pédagogique, il y a Qui des est maîtrises. Et dans le fond, c'est le métier de toutes les formations que tu vas suivre en entreprise, que ce soit une formation en classe avec un PowerPoint, que ce soit une formation e-learning, ben généralement, tu devrais avoir quelqu'un en arrière qui l'écrit, cette formation-là. Des fois, ça va être le formateur, mais il y a vraiment un métier sur la mécanique pédagogique derrière ça. que
Puis, je veux juste dire, quand on parle de e-learning, est-ce que tu peux Oui. juste me préciser en une phrase, c'est quoi? Ah, ben, que ce soit, par exemple, tu sais, avec la navigation, avec des scénarios, puis tu sais, tu peux avoir des démonstrations de système, puis que tu fais en semblant que tu joues dans le système pour apprendre les différentes actions à faire, tu sais, quand le système va être implanté, ou si tu apprends, par exemple, service à la clientèle, mais ça peut être, tu sais, c'est comme dans une page web, là, fait que tu peux avoir des scénarios, tu cliques, tu choisis, C'est puis tu par apprends. Internet. C'est de Oui, l'apprentissage par Internet. oui, c'est ça. Tu OK, peux avoir des vidéos, tu as différents là, mécanismes. C'est quand même, OK, tu sais, c'est vraiment le fun comme métier. Mais ce métier-là, en tant que tel, ne s'apprend pas à l'école. OK. Il y a des maîtrises qui se donnent, mais la maîtrise, c'est vraiment plus au niveau, tu sais, de l'analyse. C'est un niveau, tu sais, supérieur, mais l'applicatif, vraiment, le métier, c'est ça. Il y en a pas au premier cycle universitaire, il y en a pas au niveau technique. Fait que c'est d'aller chercher des personnes qui ont de l'expérience. OK, bon, mais leur expérience, c'est quoi? C'est basé sur quel principe? C'est basé sur quelle méthodologie, etc. Y a-t-il un fit? Euh, Puis comment est-ce qu'on peut les apporter avec nous dans la méthodologie que l'entreprise utilise? Bien, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Mmh. Ça, il faut être créatif. Là. Tu sais, la personne, elle ne l'a pas appris à l'école. Fait elle est où? Puis comment tu peux l'accompagner? Puis c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises. Puis tu en as des entreprises aussi qui montent des départements de formation à eux parce que ça ne s'apprend pas à l'école puis ils ont besoin de main-d'œuvre. Tu sais. Mmh. Fait que ça faisait que ça me donnait l'opportunité d'être curieuse puis de m'ouvrir à la personne, puis d'essayer d'aller comprendre, elle est qui, puis c'est quoi sa capacité d'apprendre, puis sa motivation d'apprendre, puis de vouloir faire ce métier-là. Puis c'est ça qui faisait qu'il était le fun, tu sais. C'était pas en mode j'ai un gabarit de modèle de personne que je veux et tu es une personne, est-ce que vous fitez? Non, bon, mais je te rejette, tu sais, c'était non. OK, je suis curieuse. Comment est-ce qu'on peut essayer de collaborer, tu sais? Qu'est-ce que une chose qui, à l'école qu'on a nommée, c'est beaucoup le sentiment de justice. Oui. Des fois dans le sens que, quand on arrive en entrevue, que s'il y a 10 questions, mais qu'est-ce qu'on m'a appris moi, c'est que c'était important d'avoir les 10 questions pour avoir de juger des pommes avec des pommes. Dans le sens que si Mhm. dans une entrevue, je pose 5 questions, de 1 à 5, puis dans l'autre entrevue, je pose la question de 6 à 10, mais comment est-ce que je peux évaluer les 2 personnes? Donc, moi, le sentiment d'équité, de justice au niveau du processus d'entrevue, puis que ce soit égal pour les 2 personnes, ça, c'est quelque chose qui m'a aidé à comprendre pourquoi que certaines fois en entrevue, j'avais l'impression que c'était plus mécanique. Oui, ben oui, tu peux. Les deux écoles sont tout à fait valables. Puis c'est important justement parce que surtout dans le cas où tu as différents hiring managers, excuse-moi mon anglicisme, mais tu sais, des gestionnaires qui embauchent ou que tu as différentes personnes, tu veux éviter des biais. Oui, Euh, exact. puis puis c'est sûr que ça dépend des postes, ça dépend de. Puis dans d'autres situations, j'aurais probablement été beaucoup plus by the book par rapport à ça parce que justement, il faut éviter les biais. Là, j'étais dans une situation où les personnes, tu sais, il fallait vraiment que j'aille chercher, voir les compétences transversales, puis avec une série de questions très. Puis j'avais mes grilles d'entrevue, hein, ça, faut Mmh. pas. Tu sais, j'en avais des grilles d'entrevue avec mes indicateurs, etc. Mais tu sais, des fois, la personne, elle n'a pas cette expérience-là. Fait que j'ai bien beau y poser la question, elle ne sait pas. Fait Mmh. que faut que j'aille d'une autre façon, essayer de trouver, bon, ben, OK, tu sais, c'est quoi tes compétences transversales là, qui s'appliquent? Parce que oui, j'ai mes questions par rapport à la description de poste, mais si tu ne l'as pas puis je veux te découvrir, Mmh. il faut que j'aille chercher ailleurs. Mais dans le cas justement où tu as un plus gros bassin de personnes, où ce que c'est plus facile d'identifier, tu sais, quand tu vas avoir plusieurs candidatures qui rentrent en même temps pour un seul poste, il faut que tu sois juste équitable dans ton processus de recrutement. Fait que oui, j'étais aussi dans une situation où c'était toujours des questions de timing. Fait que la personne, ben, est-ce que je la rencontrais au moment où elle cherchait un emploi, mais est-ce que moi j'avais un emploi pour elle à ce moment-là? Peut-être pas. Fait que c'était d'apprendre à la découvrir pour que la fois où j'aurais quelque chose qui corresponde à elle, je puisse la rappeler puis qu'on puisse se dire, ben ça te tente-tu, ça te tente pas, pas maintenant, peut-être plus tard. Mais j'avais pas le choix d'être plus dans ce mode de découverte-là, tu sais. Mmh. Puis je pense que c'est une chance puis un luxe aussi, là. Ben, ce que j'aime beaucoup, c'est regarder la vue d'ensemble. Puis il y a Mhm. des choses que j'ai vues à l'école que je fais: «OK, c'est pour ça que je me sentais comme ça». Quand j'allais Oui. en entrevue, puis j'avais l'impression que la personne passait les questions de 1 à 10 puis que c'était moins de conversation,
ben là, j'ai vu à l'école, OK, c'est pour avoir un sentiment de justice, avoir, laisser la même chance à tous les candidats. Mais une Oui, fois qu'on m'a expliqué ça, ben après ça, j'ai eu le goût de prendre cette méthode-là. Mais je trouve ça le fun de comme aujourd'hui, te parler, c'est une occasion de dire à la personne qui trouve peut-être ça froid, de sentir que c'est comme un questionnaire qu'on coche. Ben, en même temps, c'est pour laisser la même chance de justice à toutes les personnes. Donc, oui. je trouve ça des fois intéressant d'expliquer l'idéologie en arrière de qu'est-ce qui se passe, puis le pourquoi c'est là. Ben, des fois, ça l'aide à être plus ouvert. Oui, oui. Puis en même temps, tu sais, tu peux avoir cette mécanique-là d'entrevue qui est beaucoup plus structurée, mais l'apporter d'une façon plus chaleureuse aussi, tu sais. Même si tu as ta série de questions, c'est quoi de demander à la première question? C'est où tu vas aller? C'est quoi tu veux? Tu sais? Tu sais, c'est la finesse de la chose. Puis tu sais, on est dans un monde où ce que les firmes de recrutement, tu sais, ça pop comme des Mmh, champignons, il y en a partout, tu sais, tout le monde cherche, tout le monde. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans. C'est souvent des postes d'entrée en ressources humaines. Fait que, tu sais, d'avoir justement un poste d'entrée en recrutement versus quelqu'un qui a 10 ans de métier, c'est ces genres de finesse-là, à un moment donné, que tu es capable d'aller chercher puis tu es capable de comprendre, bon, mais c'est où ce que je peux aller avec mon expérience tout en étant très respectueux des meilleures pratiques. mmh. Puis une chose aussi que j'avais mis à l'école, c'est qu'on avait, je pense que c'est Praxar Kayak, une de mes professeurs, elle nous avait fait comme un jeu virtuel que là, fallait, bâtir une compagnie de kayak. On était en compétition 2 par 2, puis on était en compétition les équipes une à l'autre. Puis on avait un budget, on avait des équipes à gérer, puis il fallait générer le meilleur profit. Donc, dans cet exercice-là, on a eu à voir tous les rôles, d'une équipe de gestion. Puis là, ben, moi, ça m'a aidé à comprendre que, mettons, si j'ai déjà vécu une abolition de poste, ben, de dire: «C'est pas personnel à moi, c'est pour» j'ai vraiment pu apprendre toute la de v pu voir la gestion d'une équipe de travail au complet, puis c'est voir c'est quoi Mhm. toute la façon de penser derrière. Puis moi, ben, le parallèle que j'ai fait avec ça, j'aime beaucoup voir une théorie puis de voir comment ça peut s'appliquer dans d'autres contextes, puis comment rebondir avec ça. Puis quand, j'ai vécu des situations où est-ce qu'on travaillait plus en silo, comme j'ai travaillé au compte payable, par exemple, puis quand Oui. je demandais une facture à quelqu'un, ben la facture, que je te demande, ça me sert à rentrer, ce compte-là. Puis si je peux rentrer les chiffres, ben je peux payer le fournisseur. Le fournisseur amène la matière première. Ça veut dire qu'on va avoir la matière première pour fabriquer le produit. Donc c'est vraiment mon rôle. Des fois, la comptabilité, c'est considéré comme un mal nécessaire, mais tu sais, je souhaite puis je rêve éventuellement qu'on explique un petit peu plus tous les rôles les uns des autres, puis qu'on prenne quelques minutes de plus parfois juste pour l'expliquer. La facture que je te Mhm. demande, ben, c'est de un pour que s'il y a un vérificateur qui passe, qu'on n'ait pas d'amende, puis que tous les chiffres soient en ordre. Puis de 2 aussi, si j'ai 50 factures à rentrer, il m'en manque 40, je peux pas je peux pas les rentrer, je peux pas payer le fournisseur. Si le fournisseur est pas payé, ben, lui, il faut qu'il vive aussi, fait qu'il voudra pas nous amener la matière première. C'est donc plus vite j'ai la facture, plus vite je peux rentrer mes comptes, moins j'ai besoin de tu sais, moins j'ai besoin de te le demander 5 fois la facture, plus que je peux passer à autre chose, puis plus que c'est convivial. Donc des fois d'expliquer le contexte, je trouve d'expliquer comment A peut aider B, comment B peut aider C. Fait que si A aide B, ben B va pouvoir aider C plus rapidement. Donc Ben, c'est ça. si je paye mes si je paye je peux ren si j'ai ta facture que tu as fait une dépense, ben, je peux la rentrer plus facilement, puis tu vas avoir la matière première, puis il y aura pas de retard, puis on va pouvoir livrer du produit à temps pour nos clients. Donc, c'est ça, je rêve vraiment d'une cohésion personnelle puis en entreprise. Donc je sais pas si tu peux rebondir là-dessus? Oui, mais c'est ça, c'est de briser les silos. Puis, tu sais, en ressources humaines, ce qui est le fun, c'est qu'on peut devenir, tu sais, cette espèce de,
pas de la glu, là. Je cherche un autre mot, là, mais tu sais, en tous les départements, puis de comprendre. Puis, tu sais, je parlais justement l'autre fois, j'avais été invitée. Un point pivot, ça serait plus joli. Non, c'est pas un point pivot, c'est vraiment d'être présent un petit peu partout pour bien comprendre la réalité de tout le monde pour différentes raisons, puis de devenir, oui, comme plusieurs points de pivot un peu partout pour faire Un point de rassemblement, peut-être? faire circuler l'information dans l'organisation puis faire comprendre les points de vue. Fait que, tu sais, quand on parle, par exemple, de développement organisationnel, d'efficacité organisationnelle, tu vas souvent avoir l'interaction entre la personne en DO puis la personne en opération pour aller chercher en développement organisationnel puis la personne en opération. Merci. Pour aller chercher justement, bon, mais c'est quoi les meilleures façons d'augmenter l'efficacité? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Parce que là, quelqu'un qui n'est pas dans les ressources humaines, moi, je te suis. En plus, tu es passionné, tu parles rapidement. Puis là, je suis dans ton univers parce que, puis en même temps, je ne veux pas t'interrompre parce que non, c'est avec toi. Sauf qu'il y a beaucoup de termes. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a beaucoup de termes en ressources humaines. Puis ça, si tu veux rebondir là ou plus tard, là, à l'école, quand j'ai appris certains termes, mobiliser les employés. Mais ça, c'est un terme que j'ai appris, sauf que si je suis en évaluation avec l'employé ou si je parle d'une marque employeur que je veux mobiliser les employés, ben c'est peut-être pas un langage qui va parler à monsieur et madame tout le monde non plus. Donc, je rêve à un moment donné aussi, quand je parle de démocratiser les ressources humaines, c'est aussi ça, c'est de démocratiser les termes puis qu'on puisse leur parler avec un langage qui leur parle. Donc, oui, puis là, tu sais, c'est de définir c'est qui la clientèle à qui tu parles. Puis justement, si tu n'es pas présent partout dans les différents secteurs de l'organisation, tu ne sauras pas c'est quel vocabulaire utiliser pour rejoindre le vocabulaire de ces personnes-là. Quelqu'un en finance qui me parle, OK, là, je comprendrais peut-être plus parce que j'en ai fait des formations sur de la finance, mais prime abord, c'est un langage différent aussi. Même chose en marketing, même chose en fait qu'après ça, d'aller trouver ses points communs puis de discuter. Puis c'est la même chose en formation. Quand on est en formation, on ne va pas utiliser des termes qui font pas partie du vocabulaire de la clientèle ciblée pour la formation. Il faut s'assurer qu'elle n'aille pas en plus à apprendre des nouveaux termes qu'elle n'a pas besoin d'apprendre parce qu'il y aura un terme équivalent qu'elle peut utiliser. Là, ben parce que la charge cognitive là-dessus, c'est important aussi. Mais pour revenir à l'aspect plus business des ressources humaines, c'est ça que j'allais dire. J'avais été invitée dans un cours en ressources humaines, puis on était un petit panel là, avec des amis. Puis j'ai une de mes amies aussi qui elle, est très haut placée en ressources humaines dans une très grande entreprise. Puis quand on parlait de c'est quoi être business en ressources humaines, c'est d'être partout puis d'être curieux à tous les niveaux. C'est d'être curieux de qu'est-ce qu'il fait sur le plancher? Ouais. Le gars qui travaille sa chaîne de montage. Hey, qu'est-ce qu'il fait au marketing, la personne qui fait les circulaires? Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait lui? Puis de parler, puis d'être curieux, puis de comprendre, parce que veux pas, ces personnes-là, il faut qu'ils interagissent ensemble. Puis peut-être que tu as besoin de les aider justement à faire ce pont-là en termes de vocabulaire pour que chacun se comprenne dans leurs univers respectifs. Puis peut-être que tu as besoin aussi de bien, ben pas peut-être, tu as besoin de bien comprendre parce que va falloir que tu recrutes des postes pour ces personnes-là. Ben, tu peux t'assurer que tu leur offres des collègues de travail qui va bien fitter dans l'équipe et qui va les aider à aller à un niveau supérieur et de rester en mouvement. Puis tu veux t'assurer que les personnes qui t'engagent, ben, ils vont être bien aussi avec l'équipe. Fait que si tu restes dans ton bureau et dans ton département de ressources humaines sans être curieux, sans vouloir briser ces silos-là, mais tu te prives d'informations précieuses. Quand je me suis inscrite en ressources humaines, j'ai eu autant des bons commentaires que des gens qui m'ont dit tu réussiras pas à être une vue d'ensemble puis à faire le pont entre l'employé et l'employeur. Tu réussiras pas ça, c'est impossible. Puis nous, ce qu'on vit en entreprise, ben, c'est des gens froids, déconnectés, qu'est-ce que tu aurais à dire à la personne qui, au niveau de son entreprise, si elle trouve que qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être tant aux ressources humaines, des gens de direction? Là, ce que j'entends, c'est les gens de la direction, ce que tu leur dis, c'est
tu les invites à se promener dans l'usine, puis de questionner, Mmh. d'être avec les gens. L'employé, qui vit une situation où pour cette personne-là, les ressources humaines, c'est des gens bureaucratiques, froids, déconnectés de leur cœur. J'aimerais qu'on transmette aujourd'hui un message d'espoir à ces gens-là. Hem, qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu aurais le goût à dire de dire à ces gens-là? C'est, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que, tu sais, les entreprises changent beaucoup. Changent peut-être pas toutes au même rythme, puis c'est peut-être pas toutes les entreprises qui vont changer. Puis des fois, tu sais, on peut évoluer dans un milieu qui va peut-être être de la vieille école ou aller selon des plus vieilles philosophies de gestion. Puis, tu sais, je peux pas dire que, tu sais, il y a personne qui peut dire que ça va changer. Mais de part et d'autre, cette communication-là, tu sais, l'employé, est-ce que l'environnement est suffisamment sécuritaire au niveau psychologique, au niveau quand même, tu sais, de l'authenticité, pour poser des questions, tu sais, de me dire, tu sais, la hiérarchie, elle est imposée, mais elle est aussi perçue. Puis dans cette hiérarchie-là, tu sais, je me dis, bon, ben, si la personne, elle est curieuse, puis elle se dit, ben, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, qu'ils sont froids et très bureaucratiques. Est-ce que j'ai validé ces pensées-là en étant curieux? Tu sais, est-ce que, tu sais, je sais pas ce que je l'ai vu, la personne des ressources humaines, à la cafétéria, là, pas en ce moment, on s'entend, là. Mais est-ce que je l'ai vu? Puis est-ce que j'ai demandé, tu sais, c'est quoi tu fais? Tu sais, je suis curieux, puis peut-être que juste ça, ça peut ouvrir un dialogue qui est intéressant, puis peut-être que en voyant que cette personne-là est curieuse, mais la personne au ressourcement va dire ah ben il est curieux, ben tu sais peut-être que finalement il a envie d'en savoir plus, puis que je peux partager, puis ouvrir ce dialogue-là, mais bon, est-ce que ça va s'appliquer partout? J'aimerais vraiment ça. Est-ce que tous les départements ressources humaines sont tous nécessairement gérés par des personnes en ressources humaines? Des fois, les personnes gèrent en fonction de ce qu'ils pensent que ça devrait être. Parce qu'ils n'ont pas tous les outils pour voir justement, c'est un mélange aussi de techniques, de processus, mais il y a aussi l'art en arrière de ça, Mmh. l'art de gérer les ressources humaines parce que l'humain, ben, c'est complexe, hein? Mmh. C'est pas une recette que tu peux faire fitter à tous, là. Ben, je ne sais pas si ça répond un peu à cette question-là, mais je pense que de part et d'autre, il faut juste ouvrir la curiosité puis le dialogue. Ben, c'est ça, dans le fond, ça rejoint amateur du milieu que j'aime beaucoup. Ouais, Entre les 2 extrêmes, souvent, ben, c'est ce que si je résume ton propos, puis tu peux corriger si je me trompe, c'est de dire, ben, si tu as une perception négative de la personne, ben, des fois de s'intéresser à ce que la personne fait, ouais, puis des fois de poser la question de qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Hem, des fois, ça peut ouvrir le dialogue, là. Je sais que moi, à un moment donné, j'osais pas avouer que j'étais hypersensible. Donc, qu'est-ce que ça l'envoyait comme image? J'étais beaucoup dans ma tête, je souriais moins. Puis, mhm, par exemple, j'ai pratiqué le métier de serveuse, puis, pour moi, ben, tu sais, je suis tombée beaucoup dans mon en je cherche le mot là, mais en me coupant de mes émotions pour ne pas sentir mon hypersensibilité, je suis devenue encore plus analytique que je suis déjà. Puis à ce moment-là, comme métier de serveuse, ben, des fois, quand les clients y arrivaient, ben, j'essayais que tout soit correct, de planifier le timing dans ma tête. Quand tu fais des déjeuners par exemple, tu sais, les œufs, ils sautent, ben, là, il faut que les toasts soient là, tu vois, j'ai déparlé. Heu, ouais. quand quand les toasts, ils sont prêts, ben, il faut que ce soit chaud. Fait que là, OK, j'ai du temps d'aller asseoir quelqu'un, d'aller porter mon café. C'est vraiment comme ça a l'air simple là, de les serveurs, là, mais il y a Non, c'est tellement de pas ça. logistique il y a tellement de logistique en arrière de ça pour que les aliments soient chauds, que tu sois bien Ouais. accueilli. Puis à un moment donné, on m'avait dit: «Lynn, souris. Tu as l'air fâchée contre les clients, souris». Tu oubliais, ben, c'est ça, Mais c'est pas c'était parce que beaucoup. je voulais pas les servir, c'est juste que je pensais tout à ma logistique, puis j'étais tellement dans ma tête. Donc là, après ça, je fais: «OK». Là, je me forçais à dire: «Lynn, souris». Puis là, je me disais: «Souris». Puis à un moment donné, sourire est devenu plus automatique, mais déjà, des fois, quand les gens ont l'air froids aussi, des fois, c'est qu'on peut oublier de sourire parce qu'on est dans une mécanique, puis on prévoit que, tu sais, puis on sait pas nécessairement tout le temps c'est quoi la réalité de gestion aussi, là. Il y a Mmh. peut-être un projet d'agrandissement, puis dans ton poste, mais il va falloir qu'on embauche 5, puis tu es en train de planifier ça, puis tu sais, peut-être justement que ton gestionnaire, il pense à embaucher 4 personnes avec toi, qui va bien cadrer avec toi, qui est en train de penser de
qui je peux embaucher pour que toi, tu aies du plaisir. Mais au moment qu'ils te rencontrent, des fois, on oublie d'être dans le moment présent, là. Mais c'est ça, puis tu sais, ça revient à dire que la communication, c'est tellement important parce que il y a quelques certitudes dans la vie, il y en a très, très peu, mais il y en a entre autres deux. On ne saura jamais qu'est-ce qui va se passer après la vie. On ne saura pas. Puis, on ne saura jamais exactement comment une autre personne se sent ou ce qu'elle pense exactement. Tu ne sauras jamais. Tu ne peux même pas savoir, toi, à 100% tout ce qui se passe comme processus subconscient en toi. Fait que tout ce qu'on voit, c'est ce que l'autre laisse transparaître. Puis, on ne peut que, de par notre éducation, de par nos réflexes, de par nos stéréotypes, de par nos biais, interpréter l'image que la personne nous renvoie. C'est la même chose quand tu es en recrutement. Puis, tu sais, quand on parlait justement d'inclusion, ben, tu sais, c'est tous des mécanismes internes que la personne externe ne peut pas identifier. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un comme toi qui est hyper sensible, fait que là, tu masques, tu hyper compenses pour ne pas que ça paraisse, en plus d'apprendre le métier et les processus en arrière. Ça fait que l'image que tu renvoies, tu as l'air bête. Mais tu n'es pas bête. Tu en as beaucoup en arrière de toi à gérer. Fait que si on est capable d'être authentique et honnête, ben il y a peut-être des choses qu'on masque ou qu'on hyper compense, qu'on peut laisser tomber, être soi-même, puis juste focuser à l'apprendre le processus de la job, là, tu sais. Puis avoir du plaisir les uns avec les Puis autres, avoir du finalement. plaisir, c'est ça, tu sais. Est-ce que tu as le goût de poursuivre avec ton. Parce que là, tu nous as parlé des ressources humaines en général, tu nous as parlé de ton parcours RH. Oui, Est-ce que tu veux du processus de recrutement aussi? Est-ce que tu veux nous parler aussi de ta compagnie, de ton oui. en tant que bébépreneur, ton En tant expression que que bébépreneur. j'adore. Mais oui, c'est ça, tu sais, j'étais en réflexion dernièrement, puis tu sais, autant que j'adorais mon travail, puis la compagnie pour laquelle je travaillais, je me posais des questions, puis tu sais, j'avais envie, en quelque part, tu sais, on cherche toujours à être en mouvement, puis à un moment donné, tu sais, tout le monde a probablement déjà entendu ça, mais tu sais, le bonheur, c'est pas une destination, c'est un cheminement, tu sais. Mais un cheminement, ça implique qu'il faut être en mouvement. Puis en réfléchissant, tu sais, j'ai cet amour-là de tout ce qui est marketing RH, recrutement, la marque employeur, le lien entre l'employeur, le candidat, l'employé. J'ai commencé aussi à faire une certification de coaching. Fait que ça aussi, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément, d'aller aider les personnes justement à se développer de par leurs compétences internes, puis de faire ressortir plus la motivation intrinsèque, d'aller chercher plus loin là, parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, de prendre ce temps-là. Puis aussi, en termes d'inclusion, ben, tout l'aspect neurodiversité, c'est un aspect qui est laissé de côté beaucoup quand on parle d'inclusion et de diversité en général. C'est quoi la neurodiversité, là? Oui, fait que la neurodiversité, dans le fond, c'est ce qui va inclure tous les profils atypiques Que- Comme de... hypersensible, moi, est-ce que je rentre là-dedans? Non, Non? OK, je rentre pas là-dedans. non, pas en soi, mais il y a beaucoup de profils neuroatypiques. Puis encore là, moi, je te dis non, mais tu sais, c'est pas coulé dans le béton, puis tu sais, c'est l'humain, puis c'est des sciences qui sont beaucoup en développement, tu sais, parce que si on parle d'hypersensibilité, à elle seule, environ 20% de la population se considérait hypersensible. Mais l'hypersensibilité peut être aussi, dans ce 20%-là, il y en a qui va être attribuable à différentes causes, entre autres la neuroatypie, par exemple, quelqu'un qui est surdoué, quelqu'un de TDAH, quelqu'un aussi qui est autiste pourrait avoir des hypersensibilités de par leurs différences neurologiques. Fait que la neurodiversité, ça va inclure tous les profils qui ont, si on peut dire, un wiring un peu différent du cerveau. Est-ce que Fait tu qu'on va peux. Oui, mais tu sais, c'est des branchements, OK. des façons de passer, des façons, tu sais, au niveau cognitif, c'est différent. Fait qu'on va inclure là-dedans toutes les personnes qui sont surdouées, les personnes TDAH, les personnes autistes, les personnes du syndrome Gilles Tourette, les personnes 10, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie. Donc, c'est des personnes qui ont des très grandes forces, puis qui, en fonction de la norme, ont des différences qui peuvent soit appartenir à la catégorie des handicaps, comme je pense par exemple au niveau du TDAH, par exemple, bon, ben, le fait justement d'avoir un niveau d'attention qui est plus bas, ben, ça peut être considéré comme un handicap, mais c'est pas être
doué, ce n'est pas un handicap, mais c'est un profil neurologique qui est différent. Fait que toutes ces personnes-là, dans le fond, qui, en environnement de travail, vont beaucoup masquer, comme par exemple une personne autiste, qui va devoir faire un effort supplémentaire au niveau des interactions sociales pour comprendre les codes avec les autres personnes. C'est ça quand on parle de masquer, c'est qu'elle va se donner une charge cognitive supplémentaire pour s'adapter à la norme, en plus de peut-être apprendre son travail, en plus de faire son travail, puis ça entraîne des surcharges cognitives, ça entraîne une grande baisse d'énergie pour ces personnes-là, mais c'est des forces qui sont complètement différentes quand tu harnesses ces forces-là. Puis c'est la même chose pour le coaching, de coacher en fonction des forces, des profils de force des personnes, puis de faire émerger l'énergie de la personne à travers tout ça. Puis c'est la neurodiversité aussi, ben, c'est une source incroyable de potentiel pour les organisations qui veulent recruter. Parce que des fois, on cherche certains profils, on cherche certaines forces, mais on se fie à ce qu'on connaît, on se fie à la norme. Mais il y a probablement quelqu'un qui est issu de la neurodiversité, qui a toutes ces forces-là, mais par exemple, je reviens à une personne autiste, par exemple, qui a de la difficulté à regarder dans les yeux une personne, ben en entrevue, elle va être mise de côté parce que je le filais pas. Il n'y avait pas de contact, elle ne me regardait pas dans les yeux, mais elle a toutes les compétences et plus. Ben, l'entreprise s'est privée d'une personne formidable, puis la personne, elle est privée d'un emploi qui pourrait l'aider à grandir aussi. T'sais. Fait que de passer par-dessus ces biais-là, puis d'ouvrir le dialogue, de par le coaching, de par aussi la capacité de former les gens. Fait que ça, c'est d'autres projets aussi. Mais par rapport à mon entreprise, justement, de pouvoir jumeler les trois, puis de dire, bon, ben, c'est les trois choses qui m'allument, c'est les trois choses que j'aime, puis où est-ce qu'on peut aller avec ça, tu sais. Mélissa, je vais juste faire un petit résumé de, Oui, dans le fond, tes trois forces. Dans le fond, c'est de travailler avec l'inclusion, oui, la marque employeur, oui, puis le coaching. le coaching. Quand on parle de coaching, de ce que j'ai vu les vidéos de toi, c'est de dire l'employé qui cherche un emploi, comment est-ce qu'il peut se vendre en entreprise. Non, c'est Non? plus ben oui, je pourrais, mais c'est plus de dire, bon, ben en entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller à une étape plus loin, pour être meilleur? Fait que, si on parle de marque employeur, puis OK. comment ça interrelie avec le coaching, ben peut-être que pour améliorer ma marque employeur, j'ai besoin peut-être d'avoir du coaching d'équipe pour avoir une meilleure collaboration, pour ouvrir le dialogue au niveau du leadership, parce qu'au niveau du leadership, on a besoin peut-être d'aller une coche plus loin. Au niveau du coaching des personnes, ça peut être de développer la créativité, de développer son sens politique. Au niveau des personnes neurodiverses, c'est peut-être de se trouver des outils pour s'adapter au travail. Fait que, le coaching peut s'appliquer à toutes ces Ben, je choses-là. veux dire, les trois volets que tu vises de l'inclusion en entreprise des gens, mais Oui. est-ce que tu travailles plus au niveau des employeurs ou tu travailles aussi au niveau des employés? Ben, pour moi, travailler au niveau des employeurs, ça inclut les gestionnaires et les employés parce que, comme on disait, je pense qu'il faut aller à tous les niveaux d'une entreprise pour avoir un portrait qui est très global. Mais quelqu'un qui cherche un emploi, est-ce qu'il peut aller te voir pour que tu l'aides à voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qui fait que Oui, ça je peux débouche faire du pas? coaching individuel, définitivement. OK. Définitivement. Fait que est-ce que tu peux juste me résumer tes trois pôles parce que tu donnes beaucoup d'informations, mais juste pour cibler, est-ce que tu veux juste me Oui. revenir, s'il Ben, te c'est comme plaît? un diagramme de Venn, hein? Les trois sont interreliés, mais c'est la marque employeur, le coaching et puis la neurodiversité. OK. Puis le coaching, ben, c'est surtout en entreprise. Oui, surtout en entreprise, mais les individuels qui ont besoin de coaching peuvent définitivement faire appel à moi. Ça me fait plaisir aussi. Là. Euh, Moi, j'aime tout le monde. oh oui, je ris parce que je vois dans mes entrevues un scénario qui se répète. Mhm. La première que je t'avais envoyée pour t'inviter à ce coffre à outils RH-là Mhm. avec Nathalie Bertrand, je m'étais mis comme objectif au début de faire 15 minutes, d'aller vite, vite pour parler de. Puis je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Avec Nathalie, j'ai fait une demi-heure, mais là, plus que dans le fond, ce que je vois, moi, c'est que j'aime mettre la table, j'aime prendre du temps, puis c'est ça ma force avec les gens. Mhm. C'est dans le temps que j'investis, puis ma qualité de présence, c'est vraiment ça qui ressort de moi. Donc, je ris parce que, tu sais, je t'écoute, puis t'es passionné, puis tout ça, mais c'est comme, oh boy, OK, il faut... Oui, t'as il y a beaucoup... beaucoup d'informations. c'est ça.
Si tu n'as pas tout, dans le fond, toi qui écoutes l'entrevue en ce moment, si tu n'as pas tout compris qu'est-ce qu'elle dit, ben, je t'invite à communiquer avec Mélissa. Elle va pouvoir t'aider à te repositionner au niveau de si tu es un employé, elle va pouvoir t'aider. C'est sûr que c'est pas gratuit tes services. Tu pars ton entreprise, tu as besoin d'un revenu, mais je pense que de ce que je te on apprend à se connaître. De ce que je connais Oui. de toi, je pense qu'en peu de temps, un petit peu comme Nathalie Bertrand, que tu es capable de, selon ton expérience en entreprise, selon ce que tu as vécu, selon ta vue d'ensemble de toutes les ressources humaines en général. Si tu es un futur employé puis que pour toi ça fonctionne pas, ben, j'invite la personne à te communiquer avec Mhm. toi. Si tu es un employeur puis tu vois que tu attires pas les bons talents, que pour toi ça fonctionne pas, hem, dans le fond, Mélissa t'a parlé très vite. Si la personne, elle veut prendre le temps avec toi, ben, je suis persuadée que tu peux aider Oui, cette via ma page personne-là. LinkedIn, il va y avoir toute l'information, puis je suis définitivement disponible pour des appels découvertes, là, ça me fait toujours plaisir. Puis si tu es une personne qui se sent différent pour une raison X, hypersensibilité, on a parlé d'autisme, puis dans d'autres choses qu'on n'a pas nommées, ben, j'invite la personne aussi à communiquer avec toi pour que je pense que tu peux être un bon levier pour tout type de personnes pour aller plus loin. Oui, On va, dans le descriptif de cette vidéo-là, on va pouvoir mettre les liens, les façons de te joindre. Là, tu nous as pas nommé encore le nom de ton entreprise. Est-ce que tu veux, terminer par nous présenter le nom et le pourquoi de ton nom? oui, ben en fait, le nom que j'avais choisi pour mon entreprise, c'est Candea, parce que en faisant des recherches de noms, parce qu'on fait tout ça, essayer de trouver le nom qui nous représente, j'ai été chercher l'étymologie du mot étincelle, parce que je pense que ça passe par ça, tu sais, l'étincelle, c'est ça qui allume le feu, qui fait la lumière, puis c'est de faire que chaque employeur qui veut faire rayonner sa marque employeur, ben, qui trouve cette étincelle-là qui est propre à lui, puis qui la fasse rayonner, que chaque individu, dans son authenticité, puis dans son individualité, trouve sa propre étincelle, puis la fasse aussi briller pour qu'elle soit vue là, des autres, qu'elle soit vue des employeurs, qu'elle soit vue à sa propre couleur des collègues, des autres personnes autour de lui, là, que ce soit par le coaching euh, ou les activités RH là, qui peuvent venir autour de la marque employeur. Là. Donc candéa vient de quel mot? Et ça vient de l'étymologie de étincelle, en fait, qui en latin, c'est le mot candeo. OK, Puis l'extrapolation aussi, candea, c'est en ancien galicien, ancien portugais, qui veut dire la chandelle, OK. l'étincelle de la chandelle. Comment ça s'écrit? Kandea. Parfait. Donc si tu cherches, parce que c'est clair qu'à un moment donné, moi, je pensais que c'était mort à l'intérieur, mais je pense pas qu'il y a personne de mort. Des fois, c'est juste qu'on le Non. voit pas puis qu'on manque tu sais, moi, ce projet de coffre à outils RH pour mieux connecter, c'est la connexion que je définis par prendre sa place pour semer de l'espoir. Dans le fond, quand j'ai l'impression d'être morte en dedans puis qu'il se passait pas rien, c'est que j'avais plus d'espoir au fond des yeux. Mhm. Donc, ce coffre à outils-là, ben, c'est pour, des gens qui veulent faire différemment, des gens qui les inviter les personnes à prendre leurs solutions, à remettre en question le moule de la société, à dire qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas. Si on ose chacun, remettre en question ce moule de la société-là, puis choisir qui on veut être aujourd'hui comme employé, comme employeur, comme conjoint, comme ami, je pense qu'on va pouvoir être de plus en plus dans une société de l'être, une société authentique où, Mhm. heu moi, ben, c'est dans cette société-là que j'ai le goût de contribuer, puis de me lever tous les matins, puis de poser des actions pour être en marche avec ça. Oui. Donc, Ça, tu c'est ton vois, étincelle à toi. ouais, donc, toi, ben, je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ton vécu, ton expérience de vie. On va mettre, puis de m'aider aussi dans mes 2 missions que démocratiser les ressources humaines et démocratiser la Mhm. santé mentale. On va mettre les liens pour te joindre dans le descriptif de cette vidéo-là. Puis, si je résume, Candea, K-A-N-D-D-A, DEA. D-A, K-A-N. Donc, si je résume, Candea, K-A-N-D-E-A. Et pour trouver où faire briller ton étincelle en tant qu'individu, en tant que personne qui se sent différente, en tant qu'employeur, si tu as besoin d'aide, je t'invite à communiquer avec madame Mélissa Saint-Louis, CRHA, qui a
une grande expérience de vie. Je suis persuadée qu'elle peut t'aider. Donc, je te remercie, Mélissa, là, pour. Merci. Ça a été un plaisir. Puis Ben, merci beaucoup pour, en tout cas, m'avoir laissé parler un peu plus de comment je vois les ressources humaines, moi aussi. Après 10 ans de métier, je trouve ça le fun de pouvoir redonner aussi de partager. Peut-être que ça va faire réfléchir d'autres personnes à des façons différentes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir me parler, puis qui va vouloir échanger, puis ça va me faire rencontrer d'autres personnes. Fait que, Puis, dans notre réseau professionnel, il y a une pratique aussi, c'est de prendre des cafés virtuels. oui, Si quelqu'un a le goût d'entrer en relation avec toi juste pour un 15 minutes peut-être, pour voir un premier contact, est-ce que tu es toujours ouverte? avec plaisir. Toujours Moi, avec plaisir. j'aime beaucoup ça parce que, je trouve dans mon réseau professionnel, il y a 2 philosophies. Une philosophie qui est de dire: «Faut absolument que je trouve un client», puis que, les réseaux professionnels, c'est comme une façon de trouver des clients potentiels. Puis je trouve qu'il y a une autre façon de voir les choses que j'adhère plus dans mon réseau Mhm. professionnel, c'est de dire: «Avec qui je peux connecter et cette personne-là, éventuellement va peut-être m'amener une business». Oui, Puis on sait pas. Dans le fond, j'adhère plus à la philosophie de: je connais des gens qui connaissent des gens qui va éventuellement, ça va donner de quoi. Le but premier, c'est de connecter et ensuite on verra ce que ça donne. oui. Puis je me dis, quand tu connectes, ça veut dire que tu vois quelque chose qui te ressemble dans l'autre personne, puis tu as plus de chances d'attirer des clients ou des collaborateurs qui te ressemblent de cette façon-là, tu sais. Donc, si quelqu'un a écouté l'entrevue et veut aller plus loin pour voir si ça pourrait faire un bon contact ou qui est juste curieux d'en apprendre plus sur qui tu es, ton approche aussi peut-être d'inclusion, de voir Mhm. comment est-ce que cette personne-là peut le mettre en entreprise, juste avoir quelques lignes directes principales. Donc, Oui, on invite cette personne-là aussi à communiquer avec toi. Si la personne a déjà une étincelle, mais elle veut juste la faire briller davantage, je suis certaine que tu as plusieurs trucs à partager. oui, Donc, nous, on se donne déjà rendez-vous. Je ne veux pas faire de promesses, mais je porte l'intention dans mon cœur de te revoir dans ce coffre à outils RH-là dans 6 mois, 1 an pour faire un retour sur ton oui, expérience j'aimerais ça. d'entreprise. Parce je suis vraiment dans les balbutiements. Puis, tu sais, au moment où on se parle, puis au moment de la mise en onde, puis au moment de tout ce qui se passe, tu sais, j'ai aussi un programme de podcast qui va sortir avec, tu sais, en dehors de Candéa, avec deux autres filles superbes sur la neuroinclusion. Fait qu'au moment où on va mettre en onde cette vidéo-là, mais ça va peut-être déjà être un succès, j'espère. Il y a Ben bien des moi choses qui s'en viennent. Fait que ça va être moi le je fun de t'ai s'en reparler. moi je t'ai dit que je voulais que tu me nommes pour être certaine que je passe pas tout Oui, droit. oui, Puis juste un rappel, quand on parle de neuro-inclusion, ben ça peut être des gens qui se sentent différents. Puis dans le fond, toi, tu es en marche avec d'autres personnes en oui, ressources humaines pour faire de la place aux gens qui se sentent différents, pour qu'enfin on fasse qu'on soit une société qui ne fasse pas juste parler d'inclusion, mais qu'on le mette en pratique dans la vie de tous les jours. oui. Parce qu'en bout de ligne, tout le monde est différent, comme tout le monde. Ouais, puis Ouais. qui reste dans le moule de la société? Quand quand j'y pense vraiment, il y a comme un moule, mais je me dis: qui en fait partie à 100? Je ne sais pas là. J'ai comme l'impression que le moule est là, puis que plus tout le monde est autour finalement là. Ouais, tout le monde essaie de se fitter dans le moule, là, mais comme on va aller vers des moules en silicone qui sont un peu plus J'adore malléables. ça, j'adore ça. Donc on se dit à bientôt. Oui, merci beaucoup encore. À À bientôt. Bye bientôt. bye.